Europe 1 Info, 13h-15h, Clélie Mathias. Et c'est la suite d'Europe 1 Info avec les grands entretiens politiques. Dans un instant, je recevrai Arnaud Péricard, porte-parole du parti Horizon, maire de Saint-Germain-en-Laye. Mais tout d'abord, c'est Adrien Clouet, député La France Insoumise de Haute-Garonne et vice-président du groupe LFI à l'Assemblée nationale. Bonjour Adrien Clouet. Bonjour. Soyez le bienvenu. Merci. Nous allons parler de la crise de l'hantavirus. On a appris une bonne nouvelle puisque tous les cas contacts sont négatifs. Ils restent à l'isolement, ils sont surveillés, ils seront testés régulièrement. Mais je ne voulais pas tellement vous parler de la gestion sanitaire de la crise, mais de la gestion politique, évidemment. Écoutez Stéphanie Rist, la ministre de la Santé, qui a réaffirmé l'engagement du gouvernement. Elle était hier auditionnée à l'Assemblée. Actuellement, tous les malades éventuellement cas contact sont hospitalisés. Actuellement, il n'y a pas de circulation du virus. Je pense qu'il faut commencer comme ça. Maintenant, la responsabilité du gouvernement, c'est d'anticiper tous les scénarios, même les inimaginables, et donc même les pires. Donc dès le début que nous avons eu cette alerte, j'ai demandé aux équipes et notamment aux services de faire un point sur évidemment les stocks stratégiques, donc les stocks de masques, les appareils de poumons respiratoires, aussi sur les médicaments de premier recours, Doliprane, paracétamol, cortisone, bref, tous les traitements qu'on peut utiliser en réanimation. Le gouvernement fait preuve de beaucoup de transparence, beaucoup de précautions aussi. Il communique régulièrement. Est-ce que pour l'instant, Adrien Clouet, la situation vous semble gérée et maîtrisée d'un point de vue politique, encore une fois? D'abord, je partage évidemment votre soulagement sur l'information consistant à voir que les cas contacts sont tous négatifs. C'est d'abord un premier bon point. Maintenant, comment on se rend utile au pays lorsqu'on est responsable politique? C'est évidemment en s'assurant que le pays est prêt à répondre à ce qui pourrait être une crise. Pour l'instant, ça ne l'est pas, mais il faut évidemment que la France soit prête à répondre si le risque devenait un danger. Et en l'espèce, il y a des éléments un peu mitigés quand même. Je ne vais pas jeter la pierre gratuitement sur le gouvernement, mais enfin, il y a quelques questions qu'on a posées à Madame Rist hier en commission des affaires sociales, puisque c'est l'extrait que vous avez diffusé, sur lesquels je n'ai pas trouvé les réponses totalement convaincante. Alors, c'est bien qu'elle vienne, hein. Je veux dire, on ne va pas lui reprocher, contrairement au moment de début de crise de la Covid où les ministres se cachaient pendant des mois. Donc, elle est venue répondre à des questions, c'est une bonne chose. Ce qu'il faut pour être certain d'avoir le meilleur geste barrière, à savoir la démocratie, c'est qu'on publie les comptes rendus des réunions interministérielles. C'est important parce que il faut que les personnels soignants, les parlementaires aient accès aussi aux informations qui sont remontées à la ministre par les scientifiques. Il est évident que la ministre de la Santé aujourd'hui reçoit beaucoup de briefs, beaucoup de documents. C'est normal d'ailleurs, on ne va pas lui reprocher. Et elle ne peut pas, elle, passer des heures tous les jours à nous faire un point presse. Donc il faut qu'on puisse avoir accès directement aux informations, c'est quelque chose qui est utile. En tout cas, sauf à ce que Europe 1 ait reçu les comptes rendus des réunions interministérielles qui ont lieu tous les jours, c'est pas le cas. Et puis, moi, je me pose encore quelques questions, et ça serait bien qu'elle y réponde, parce que ça permettrait d'être très, très clair et très transparent. Les questions que je me pose sont les suivantes. Pourquoi, lorsqu'il y a eu le cluster sur le bateau, on n'a pas ouvert un hôpital de campagne pour pouvoir accueillir, surveiller et traiter tous les gens plutôt que de les renvoyer dans leur pays? Alors, dans le cas français... En les laissant sur le bateau, c'est ça? Pas forcément, non. Hôpital de campagne, vous savez, à terre. Et vous mettez les gens dans hôpital de campagne sous surveillance de l'OMS au niveau international. Parce que, autant sur le cas français, là, ça se passe plutôt correctement. Mais je pense aux États-Unis. C'est beaucoup plus inquiétant. Vous savez qu'il n'y a pas de protocole de quarantaine unifié. Les États-Unis ont quitté l'Organisation mondiale de la santé. Et pourtant, ils vont accueillir, par exemple, des grandes compétitions sportives. Donc, je pense que ce n'est pas une bonne chose de renvoyer chez M. Trump des gens qui potentiellement pourraient être porteurs. Deuxième question, sur les stocks. Est-ce qu'il y avait pas un problème? Alors je m'arrête déjà sur ce premier point. Mais visiblement, cet hantavirus est, une fois qu'il est déclaré très dangereux et qu'il nécessite des équipements hospitaliers qui sont peut-être difficiles à installer dans un hôpital de campagne. Dans ce cas-là, qu'elle nous le dise, parce que ce n'est pas l'argument qui a été donné pour l'instant, je n'en ai pas vu. Le seul argument qu'on a entendu à la télévision, c'est nous expliquer qu'il fallait faire attention à la saison touristique à Tenerife. Bon, pardon, ce n'est pas un argument qui me paraît tout à fait valable par rapport à des risques sanitaires. Et puis, un hôpital de campagne international, comme on sait les monter avec l'OMS, sont des hôpitaux de pointe, on sait le faire. Quand il y a une grande crise, par exemple une catastrophe naturelle ou quoi, on sait faire des hôpitaux de pointe, de soins, de secours, qui permettent de tracer, isoler, surveiller les gens et ensuite accompagner leur guérison. Donc je pense qu'on sait faire, mais en tout cas il faut la discussion là-dessus. Il y avait un deuxième point. Il y a un deuxième point. J'aimerais bien des réponses très concrètes sur nos capacités aujourd'hui. J'entends Madame Rist nous dire il y a des masques pour 3 mois. D'accord, mais combien? Parce que moi, je veux bien faire le calcul. Combien de masques elle estime qu'il faut pour tenir 3 mois? Vous estimez qu'elle n'a pas été assez précise? Mais c'est pas très précis. Ça fait quelques jours qu'on voudrait savoir combien
Combien y a-t-il de masques aujourd'hui, à la fois dans les stocks stratégiques de la France, mais aussi en milieu hospitalier et entreprises privées. Donc où est-ce qu'on en est là-dessus? Parce que peut-être qu'on pourrait être rassuré avec ce chiffre, ça serait une bonne chose. Il n'y a pas de raison de paniquer, mais enfin, qu'elle nous donne le chiffre là. Et puis, troisièmement, quelle capacité on a pour accueillir des gens si jamais une situation venait à s'aggraver, qu'il y avait besoin de beaucoup de gens en détresse respiratoire pour de l'oxygénothérapie? Combien de capacité d'accueil on a aujourd'hui en France? Parce que ça aussi, c'est important pour comparer comme elle était en l'évolution commission de des l'hôpital affaires public. sociales, vous n'avez pas posé toutes ces questions? Ah, je lui ai posé, mais bon, j'étais un peu déçu parce que je lui ai demandé pourquoi on n'a pas fait l'hôpital de campagne. Elle a dit parce qu'on voulait pas. D'accord, merci. Bon, pourquoi l'eau mouille? Parce qu'elle est mouillée, c'est pas très utile. Après, j'ai demandé combien il y a de masques. Elle m'a dit assez. Combien de capacité pour les gens en détresse respiratoire? Suffisamment. Et vous n'avez pas été rassuré? Je ne suis pas en panique. Attention, je veux dire, on n'est pas là pour inquiéter tout le monde. On est là pour se demander, disons, utiliser l'événement qui se passe là pour être certain de faire un point sur nos capacités sanitaires. En l'espèce, je voudrais qu'on ait des chiffres clairs. Combien il y a de masques disponibles à répartir dans le pays? Combien il y a de capacité d'accueil pour des gens en détresse respiratoire? Et puis, à partir de ça, on a un débat politique. Est-ce qu'on pense que c'est suffisant? Pas suffisant? Et du coup, on réfléchit au budget, aux capacités hospitalières. Voilà, tout ça pose un ensemble de questions et j'aimerais bien que dans les jours qui viennent, on ait les réponses parce que franchement, ça me semble évident qu'elle les a. Si elle ne les a pas, qu'elle prenne 48 heures pour les obtenir. La question lui sera posée, j'imagine, et vous n'y manquerez pas de le faire. C'est vrai. Ce chiffre à présent, on a baissé la barre des 8%. Le taux, je parle du chômage, on est à 8,1. C'est la première fois en 5 ans. Il est repassé au-dessus de ce seuil, en hausse de 0,2 points sur le premier trimestre 2026, de 0,7 sur un an. Et côté David Amiel, le ministre de l'Action des Comptes Publics, qui a réagi à cette hausse. C'était hier sur France 2. C'est évidemment lié au ralentissement économique qu'on observe depuis le début de l'année. Je voudrais quand même rappeler que le taux d'emploi est au plus haut depuis 50 ans. Encore aujourd'hui, c'est d'ailleurs le fruit de la politique économique qui a été menée depuis 2017. Mais évidemment, ça nous appelle à une très grande vigilance. Vous vous rappelez, cet automne, on avait un débat budgétaire. On alertait quand on voyait des conjonctions dans l'Assemblée nationale pour multiplier les impôts, les taxes, la dégradation de la compétitivité de notre économie, en rappelant que derrière, il s'agissait de préserver des emplois. C'est la raison pour laquelle on est aussi très mobilisé maintenant face à la crise dans le soutien aux entreprises, au tissu industriel, ceux qui vont être en première ligne de la hausse du prix des hydrocarbures. Adrien Clouet, vous vous souvenez de cette période où l'on commentait mois après mois les chiffres du chômage, où un certain François Hollande n'avait pas pu se représenter parce que justement ces chiffres n'étaient pas assez bons. Oui. Et là, on a l'impression que tout le personnel politique d'ailleurs, mais LFI compris, les chiffres du chômage finalement on ne les commente même plus, ça n'a même plus d'impact alors que c'est la vie de millions de personnes. Alors quand même, on les commente. D'abord, la bonne nouvelle, on va dire, derrière tout ça, c'est que de toute façon, M. Macron ne peut pas se représenter. Donc la question de la courbe du chômage ne se pose pas. Il sera de toute façon plus là dans un an. Donc on va rassurer tout le monde là-dessus. Alors il avait promis le plein emploi, enfin on va dire un seuil de 5%. Oui. Là, ce ne sera pas atteignable. Il a promis beaucoup de choses, M. Macron. Donc ça, à la limite, c'est vrai que je ne vais pas commenter les promesses rompues, parce que sinon on ne s'arrête pas, il faut qu'on fasse l'après-midi entière ensemble. Mais sur cette question, tout le monde doit bien comprendre ce qui se passe. Donc l'INSEE a publié les chiffres hier. On a repassé les 8% de chômage. On voit notamment une catégorie de la population qui a été particulièrement frappée par la hausse du chômage, ce sont les jeunes femmes. Les femmes de moins de 35 ans, c'est plus 4 points d'exposition au chômage. C'est gigantesque, c'est la population qui a été le plus frappée. Pourquoi tout ça ? À mon avis, on paye là une politique qui a consisté à précariser la main-d'œuvre et l'emploi et qui se retourne. C'est-à-dire que lorsque vous embauchez des gens avec des contrats précaires, ils sont plus faciles à licencier. Et donc, dès qu'il y a un petit ralentissement, c'est ce qu'a dit le ministre, il dit il y a un petit ralentissement cet hiver. D'accord, mais enfin, si les gens ont des CDI protecteurs, un petit ralentissement, ils ne sont pas virés. C'est parce qu'ils ont des emplois précaires que du coup, le plus petit ralentissement, conduit à des licenciements en masse, ce à quoi on assiste tout à fait aujourd'hui. Et puis, il y a toujours l'effet qui est l'effet, on va dire, du cercle vicieux. C'est-à-dire qu'une fois que vous licenciez des gens, ils sont en allocation chômage, ils perdent un tiers de leurs revenus, au moins. Donc, du coup, ils sortent moins, et les gens ne vont pas au restaurant, ils ne vont pas acheter des fleurs, ils ne vont pas à la pharmacie. Et donc, vous mettez en cascade des difficultés dans tout le champ économique. C'est pour ça que la protection de l'emploi et la sécurité des gens, c'est une sécurité pour tout le monde, y compris pour les petits commerces qui ont besoin que les gens consomment et donc que les gens aient des bons salaires. Parallèlement à ce chiffre, comment vous expliquez que le taux d'activité batte des records? Il est proche de 76%, ça n'a jamais été le cas. Le taux d'activité, c'est la proportion des 15-65, soit 64, en emploi ou en recherche d'emploi. Alors déjà, vous l'avez dit, c'est les gens en emploi ou en recherche d'emploi. Ouais. Donc les chômeurs sont dedans. Si vous faites plus de chômeurs, le taux d'activité, il monte. Oui, mais oui. Donc en tant que tel, c'est pas un indicateur qui est tout à fait pertinent, je pense, à utiliser. Et puis... Oui, mais ça veut dire qu'il y a un certain dynamisme quand même. Pas forcément, 2 millions de chômeurs en plus, c'est 2 points de taux d'activité qui montent. Mais en revanche, on voit que la stratégie que je disais de créer des emplois
précaire, eh ben, elle arrive là à ses limites. Parce que le taux d'activité ne vous dit pas quelle est la qualité de l'emploi. Est-ce que les gens, ils ont effectivement un contrat en CDI, à temps plein, protecteur, qui est fait 2 jours, les horaires compatibles avec les enfants, etc. Ça n'en dit rien, le taux d'activité. Et on a vu des créations d'emplois très importantes, Emmanuel Macron, qui étaient des emplois sous-payés, payés au lance-pierre ou très précaires. Et donc, évidemment, c'est les premiers qui disparaissent quand la conjoncture, eh bien, elle vient à se retourner. Et puis, deuxièmement, je voudrais attirer l'attention aussi sur un phénomène qui est très dangereux qui se passe en France, c'est que depuis que M. Macron est arrivé au pouvoir, le temps de travail a arrêté de baisser. Vous savez, depuis 1900, on a divisé par 2 à peu près le temps de travail humain. Et donc, évidemment, lorsque vous divisez par 2 le temps de travail, eh ben, ça libère des postes. Depuis qu'Emmanuel Macron est là, quand il est arrivé, les Françaises et les Français, ils faisaient 1541 heures par an. Aujourd'hui, c'est 1542. C'est la première fois de l'histoire de notre pays que sur 10 ans, eh bien, le temps de travail est gelé, il ne bouge plus. Et ça, les Européens travaillent plus généralement que les Français. Non, c'est pas vrai. Les Allemands notamment. Alors, j'invite tous les gens qui nous écoutent à regarder les chiffres de l'OCDE. Ça s'appelle Working Hours en anglais, la liste longue. Alors vous savez selon les sources, ça diffère. Hein. Oui, mais c'est pour ça que je prends les sources de statistiques Eurostat ou OCDE, qui sont des sources assez uniformes, ou sur le site de l'INSEE aussi, vous avez des comparaisons internationales. Et en réalité, les Allemands, les Belges travaillent moins que les Françaises et les Français. Parce qu'en fait, à France, il y a beaucoup plus d'emplois à temps plein et beaucoup moins de temps partiel. Donc c'est une des raisons pour lesquelles les Français travaillent en réalité plus que les pays voisins. Et vous avez effectivement des officines patronales qui parfois disent, alors, si on prend que les gens de tel âge à tel âge en emploi à temps plein, alors on travaille moins. D'accord, mais enfin, moi je parle de tout le monde. J'en reviens juste un mot sur ce chiffre du chômage. Emmanuel Macron et le gouvernement avaient décidé il y a 2 ans que les bénéficiaires du RSA, le revenu de solidarité active, n'étaient pas inscrits à France Travail. Ils n'étaient pas, ils devaient l'être. Forcément, ça gonfle un peu les chiffres quand même. On ne peut pas leur... Non, ce n'est pas les mêmes. Parce que les bénéficiaires du RSA, ils sont comptés maintenant à France Travail comme demandeurs d'emploi, mais ce n'est pas les mêmes données. Vous savez, en France, il y a 2 chiffres sur le chômage. Il y a les inscrits à France Travail. C'est le chiffre que vous évoquez là, le nombre de gens qui s'inscrivent. Alors par exemple, quand il y a du non-recours, ça fait baisser le chômage. Quand on tape sur la tête des gens en leur disant si vous inscrivez, vous êtes des fédérants, etc., les gens ne s'inscrivent pas et donc artificiellement on a fait disparaître des chômeurs. Et puis il y a le chiffre qu'on évoque ici, qui est celui de l'INSEE, qui n'est pas du tout lié à France Travail. C'est un chiffre qui est un recensement. Et on va voir les gens, on leur demande est-ce que vous avez travaillé la semaine dernière et s'ils n'ont pas travaillé, on les compte comme chômeurs. Donc les gens au RSA étaient déjà dedans. Donc là pour le coup, c'est même pas l'effet RSA qui a joué, c'est véritablement des privations d'emploi par des suppressions de postes ou des non-reconductions de CDD. Adrien Clouet, député LFI de Haute-Garonne, vice-président du groupe LFI à l'Assemblée nationale, est l'invité des grands entretiens d'Europe 1 Info. Dans un instant, notre entretien continue. On parlera bien sûr des carburants, mais aussi de la polémique Master Poulet. À tout de suite. Vous écoutez Clélie Mathias, il est 2h15. Excellent après-midi avec nous sur Europe 1. 13h, 15h, Europe 1 Info. 13h, 15h, Europe 1 Info. 14h18, bienvenue sur Europe 1. Vous écoutez les grands entretiens politiques d'Europe 1 Info. C'est avec vous, Clélie Mathias, et votre premier invité, Adrien Clouet, député LFI de Haute-Garonne et vice-président du groupe LFI à l'Assemblée nationale. Dans un instant, on va venir sur cette polémique qui concerne Master Poulet. Mais avant cela, quand même, les carburants, puisque la guerre au Moyen-Orient implique un blocage du détroit d'Ormuz. Je vais y arriver. Et ce qui fait que les prix du pétrole sont à la hausse, ça se ressent à la pompe. On attend de nouvelles aides, un changement d'échelle promis par le gouvernement. Écoutez, Sylvain Maillard, il était l'invité de Laurence Ferrari ce matin sur CNews et Europe 1. Il prendra la parole probablement rapidement. Maude Bréjon, la porte-parole, nous a dit que les annonces seraient faites incessamment sous peu. Donc on les attend, tout en sachant qu'on est déjà... Ou pas ? Non, je crois que les termes sont très clairs. Nous n'avons pas les moyens financiers d'arroser comme nous l'avons fait très largement il y a 2 ans dans le choc précédent énergétique. On a dit que nous ciblions sur les grands rouleurs, sur ceux qui ont absolument besoin d'aide, les pêcheurs, les agriculteurs. Et nous souhaitons à l'Assemblée nationale et au groupe Renaissance que l'argent ne soit pas gaspillé. Voilà, Sylvain Maillard, député Ensemble pour la République de Paris, membre de la commission de défense de l'Assemblée nationale. On a l'impression que ces aides et ce changement d'échelle... Alors, il y a eu la crise de l'hantavirus que le gouvernement a dû gérer, évidemment, en urgence, qui a pu retarder quelques annonces.
Bon, Non, vous n'y croyez pas ? c'est pas les mêmes ministères, donc je vois pas pourquoi aujourd'hui le ministère de l'Industrie, de l'Énergie et de l'Économie serait impacté par la gestion de la crise antivirus. C'est un prétexte un peu commode, puisque je rappelle que le droit français permet, c'est l'article L410-2 du Code du commerce, de bloquer des prix, comme on l'a fait déjà dans la catastrophe naturelle en Guadeloupe, comme on l'a fait durant les 5 semaines de la guerre du Golfe en 91. On peut bloquer les prix de l'essence à la pompe, et ça ne coûte rien. Donc M. Maillard nous dit il ne faut pas dépenser de l'argent. Eh bien parfait. Eh bien, dans ce cas-là, M. Maillard, il faut voter avec la France Insoumise pour demander un blocage à la pompe des prix de l'essence. Ça ne coûtera rien et ça rapportera beaucoup. Moi non plus, mais vous savez, parfois une épiphanie peut toujours arriver, et donc je veux lui proposer une bonne idée. Je crois surtout qu'il ne croit pas à cette solution. Eh bien, c'est un problème parce que moi, je ne crois pas aux siennes, et surtout, je pense que les siennes, on les subit depuis maintenant quelques mois. Si ça marchait, leur histoire, pourquoi pas. Mais enfin, l'idée de M. Lecornu de se balader en tournant un moulin à prière en disant Total doit redistribuer ses profits, pardon, on ne le voit pas. Ce qu'on voit, c'est que depuis le début du trimestre, les Françaises et Français sur la route, les conducteurs, conductrices, ont dépensé 125 € chacun qui sont partis dans les poches de Total. C'est gigantesque. Il y a des gens qui nous écoutent. Mais au moins, Total Énergie plafonne, fait un geste pour les automobilistes. Alors, Total Énergie, 1, plafonne pour ceux qui ont un contrat Total Énergie chez eux, donc c'est de la fidélisation, et 2, dans ses propres stations, uniquement. Pourquoi ? Parce que Total fait ses profits sur la marge de raffinage, c'est-à-dire dans les raffineries en tant que telles. Donc, ils ont beau jeu, une fois qu'ils ont mis le couteau sous la gorge de tous les distributeurs, de dire on plafonne à la distribution. Le profit, il est déjà fait en amont. Et donc, ils ont reporté sur chacun 20, 25, 30 centimes. D'ailleurs, je regardais tout à l'heure avant de venir, il y a même une station à 1 km de vos studios. On est passé à 2,90 sur le gazole. Voilà, 2,90. C'est-à-dire le prix est devenu totalement fou. Et face à ça, les aides, elles sont indigentes, me semble-t-il. Les aides uniquement pour, alors, les grands rouleurs qui gagnent moins de 1 500 €. Pardon, mais quelqu'un qui gagne 1 600 € ne roule pas sur l'or non plus et doit aussi être aidé, être accompagné. Et même s'il fait que 29 km et pas 30. Donc, il faut bloquer les prix à la pompe. La nationalisation de Total Énergie, ça changerait quelque chose ? Ça changerait la donne ? Ah ben bien sûr, puisque ça permettrait à la puissance publique de récupérer l'outil de contrôle général. Si le super-profit se fait à 2 endroits. Il se fait d'abord entre l'extraction du brut et le prix spot sur les marchés. C'est-à-dire, en gros, combien ça coûte de sortir du pétrole de terre et combien vous le vendez sur les marchés. Dès lors que vous contrôlez l'écart entre les deux, eh bien, vous pouvez directement le vendre à prix coûtant. Donc, si vous ne voulez pas vous enrichir, vous et vos amis actionnaires, eh bien, vous le vendez moins cher. Et deuxièmement, ça se joue au moment de la raffinerie. C'est-à-dire, le pétrole, il arrive, transformé en carburant. Et c'est là que des marges ont été multipliées par 3 depuis janvier dernier. C'est-à-dire, x3 la marge de transformation du pétrole en carburant. Bon, ben, cette marge-là, si jamais on contrôle les raffineries, eh bien, on la contrôle directement. Et donc, au lieu de se dire on s'enrichit à mort en profitant d'une crise géopolitique, on dit on contrôle le prix de l'essence, on maintient le profit tel qu'il était avant et on arrête d'enrichir une infime minorité, on bloque le prix à la pompe directement en amont en vendant évidemment aux stations-service un pétrole moins cher. Alors, on rappelle quand même que Total Énergie ne fait pas de bénéfices sur tout ce qui est sur le sol français. Total Énergie vend 51% de ses produits européens sur le sol français. Donc si Total Énergie, alors certes, fait des transferts internes entre ces sociétés, mais enfin Total Énergie dépend du marché français pour vendre. Alors ils peuvent nous dire, non, on fait un bénéfice quand on extrait à l'étranger et qu'on vend sur les marchés. Mais enfin, tu vends sur les marchés pour vendre en France. Donc au bout d'un moment, il n'est pas vrai que le marché français soit tout à fait indifférent aux bénéfices que fait Total. Et puis si vraiment Total ne fait pas de bénéfices en France, alors dans ce cas-là, pourquoi il est multiplié par 3 la marge de raffinage ? Ça m'interpelle, qu'il arrête de faire ça. La polémique Master Poulet, vous voyez où je veux en venir avec évidemment le maire PS socialiste, donc Saint-Ouen, Karim Bouamrane, qui a livré un combat contre l'installation de ces enseignes de restauration rapide. Or, selon l'IFOP, selon ce sondage sorti cette semaine, 55% des Français approuvent cette décision, ce combat de Karim Bouamrane. Un soutien qui est encore plus massif chez les ouvriers, 75%, chez les habitants des banlieues populaires, 61%, et qui s'érode après chez d'autres catégories comme les cadres, mais quand même 48%, ou les habitants des banlieues aisées, 29%. François Cros, qui a mené cette étude, dit ces résultats devraient donner à réfléchir à ceux qui ont fait de l'affaire Master Poulet le symbole d'une gentrification imposée d'en haut aux classes laborieuses. C'est ce que vous aviez dit à Karim Bouamrane. Oui, mais d'ailleurs, je continue à le penser, puisque... Mais ça prouve l'inverse, là, ce sondage. Ça prouve rien. Ça montre que lorsqu'on pose aux gens une question, à savoir qu'est-ce que vous pensez de la croissance des entreprises de restauration fast-food, eh bien les gens sont critiques. Et moi aussi, je suis critique du fast-food. Simplement, mon problème, c'est pourquoi on ciblerait uniquement Master Poulet ? C'est ça le sujet, en fait, qui se pose là-bas à Saint-Ouen. Enfin,
moi je suis un militant politique et un député de la France Insoumise. Je pense qu'il y a un problème en France avec l'alimentation, qu'elle est trop carnée, qu'elle est de mauvaise qualité dans beaucoup de cas, que les gens sont empoisonnés par certaines industries agroalimentaires et que la condition animale est bafouée absolument d'une violence qui est insoutenable. Maintenant, est-ce que tout cela est tributaire de Master Poulet? Non, c'est tributaire d'une industrie agroalimentaire en général, et donc c'est elle sur laquelle il faut intervenir, et c'est dans cette industrie qu'il faut mettre en place des réglementations qui sont drastiques pour la santé des Françaises et des Français, et pas en allant jouer au kéké, en prenant des pots de fleurs, en les mettant devant Master Poulet. Vous auriez pu le soutenir et dire, attendez, j'allais dire, mobiliser cette énergie pour lutter contre l'industrie du fast-food en général. Nous on l'a proposé, c'est-à-dire ça fait 10 ans que les députés insoumis se battent là-dessus à l'Assemblée nationale. Non, mais on l'a jamais entendu, M. Boimran, donc on va pas débarquer. Il débarque maintenant. Pourquoi l'accuser de gentrification, de mépris de classe? Mais parce que c'est le cas. Ce qui le dérange à Master Poulet, en tout cas. Non, mais ce qui le dérange à Master Poulet, c'est que c'est avant tout un public qui est jeune et qu'il n'a pas envie d'avoir une jeunesse populaire dans son centre-ville. Moi je suis pas d'accord avec ça. Il n'a pas dit ça, en tout cas. Il a dénoncé aussi la malbouffe, il a dénoncé le... Ouais, mais alors pourquoi le McDo d'à côté, il n'y a pas de problème? C'est quoi la seule différence? C'est que dans un cas, vous avez des familles qui vont avec des parents de 30-40, dans l'autre cas, c'est que des jeunes. Et pas lui rétorquer cet argument. Alors pourquoi pourquoi aller sur l'idéologie politique, alors que c'est quelque chose qui finalement transcende la malbouffe? C'est un combat, qu'on soit de gauche, de droite, du centre, des extrêmes. Finalement, c'est un combat qui nous concerne tous. Donc il n'y a pas d'idéologie, de politique même là-dedans. Mais c'est pour ça que nous, on n'en fait pas. On dit il n'y a pas de raison de cibler Master Poulet par rapport à d'autres. Et le seul truc qui distingue Master Poulet à Saint-Ouen des autres, c'est que c'est un public qui est jeune et qui est assez paupérisé parce que c'est des jeunes en apprentissage, alternance, etc., qui ne touchent pas beaucoup et qui vont dépenser leur argent là-bas. Bon, c'est ça le seul point qui distingue Master Poulet des autres chaînes de restauration rapide de la même ville. Donc franchement, c'est un truc obsessionnel de la part de M. Boimran, et je pense qu'il passerait une énergie plus utile et plus efficace à faire des propositions politiques dans le pays pour sortir de la malbouffe. Et nous, par exemple, nous proposons que les grandes chaînes payent enfin leur part d'impôt en France, premièrement. Deuxièmement, que les salariés dans les entreprises qui sont en filiale, je pense par exemple à des boîtes comme les McDo, aient des droits syndicaux qui soient organisés, y compris à l'échelle générale du groupe. Et puis, je pense aussi qu'on doit multiplier les contrôles alimentaires avec des laboratoires qui soient des laboratoires publics dans toute la chaîne agroalimentaire. Et il nous reste quelques minutes. Raphaël Glucksmann a été embarrassé par une fuite d'une note confidentielle sur ses publics cibles. Alors, c'était un document qui listait, on va dire, à partir des récents sondages d'intention de vote pour la présidentielle, donc certaines catégories d'électeurs qui lui seraient plus ou moins favorables. Il y a les fidèles, alors c'est les âgés par exemple, 50-80 ans, les aisés, plus de 3 500 € mensuels, ou encore les habitants des moyennes et grandes métropoles. Il dit que c'est un document qui a été volé, qu'il a rejeté les conclusions. Selon lui, ça n'a aucune valeur politique. Vous avez dénoncé une démarche marketing. Écoutez François Calfon, l'eurodéputé et secrétaire national du PS, qui était mon invité hier et qui a réagi à cette polémique. Les insoumis qui expliquent que M. Glucksmann, Raphaël Glucksmann, ferait du marketing politique, alors que Jean-Luc Mélenchon lui-même, et on a les images, dit « Moi, je prends les quartiers populaires et les jeunes, le reste, je vous le laisse », c'est ce qu'il a dit. C'est pas des slides. Eh bien, le cynisme politique, il est là. D'ailleurs, voyez ces évolutions de position, par exemple, sur la question de la laïcité. Qu'est-ce que vous répondez, Adrien Clouet, à François Calfon? Bon, d'abord que si M. Glucksmann parvient à perdre même ses notes de campagne, c'est rassurant pour les codes nucléaires. Bon, visiblement, les amis de M. Glucksmann sont des amis à intermittence, puisqu'il balance à la presse à peu près tout ce qu'il peut écrire pour lui. Bon, ce que dit M. Calfon est évidemment exagéré, comme souvent. D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon n'a absolument à aucun moment dit qu'il fallait se détourner partie de la population. Nous, on bosse avec tout le monde. Moi, j'ai une circonscription avec de l'urbain, du périurbain, des jeunes, des moins jeunes. Et ben voilà, c'est comme ça qu'on construit un pays. Nous, ce qu'on propose comme concept sociologique, c'est de dire qu'il faut construire un pays autour de la nouvelle France, c'est-à-dire celles et ceux qui sont aujourd'hui maintenus à distance des institutions politiques. Et ben c'est vrai que nous, le cœur pour nous du pays, ce ne sont pas les 10% les plus riches. Et c'est peut-être ça qui nous distingue de M. Glucksmann. On pense qu'on est toujours plus juste en politique lorsqu'on part de la condition des pauvres et des précaires, plutôt que lorsqu'on se positionne à partir de la condition des 10% les plus aisés. Adrien Clouet, député LFI de Haute-Garonne, vice-président du groupe LFI à l'Assemblée nationale, était l'invité des grands entretiens d'Europe 1 Info. Merci Adrien Clouet. Dans un instant, je recevrai Arnaud Péricard, porte-parole du parti Horizon, maire de Saint-Germain-en-Laye. À tout de suite. Europe 1, il est 14h29. 13h, 15h, Europe 1 Info.